Bonjour Laurence. On se retrouve pour le deuxième volet de la série de films sur ton travail, sur ton parcours. Et donc aujourd'hui, j'aurais aimé aborder la notion de cycle avec toi. Mais avant toute chose, j'aurais aimé que tu reprécises un petit peu les relations qu'ont eues André Barbeau et Jean-Pierre Nicolas, tes deux maîtres. Est-ce que Jean-Pierre Nicolas a été l'élève d'André Barbeau? Est-ce qu'il y avait une grande différence d'âge entre eux? Comment a évolué leur relation? D'abord, Jean-Pierre Nicolas n'était pas le disciple ni l'élève d'André Barbeau. Ils ont été pendant longtemps au Centre international d'astrologie, ils se retrouvaient tous les 15 jours. Ils étaient, parmi d'autres, ils étaient vraiment amis. Et je crois même que Jean-Pierre Nicolas a habité le studio de la rue Mouffetard quand M. Barbeau a quitté ce studio. Donc, ils ont été absolument très liés. M. Barbeau a donné beaucoup de travail aussi à Jean-Pierre Nicolas. L'étude enfant qui a été faite à Astroflash, qui était une très très bonne étude, c'est grâce à André Barbeau. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu petit à petit Jean-Pierre Nicolas qui a affirmé ses idées. Au départ, elles ont été accueillies au Centre international d'astrologie, elles ont été accueillies dans les cahiers astrologiques, mais Jean-Pierre Nicolas, il ne les mettait pas vraiment, je dirais, en valeur, ces nouvelles idées. Et puis, il s'est trouvé que, suite, grosso modo, au mouvement de mai 68, il y a des jeunes qui ont suivi l'enseignement de Jean-Pierre Nicolas et qui ont trouvé que ces idées, une astrologie basée sur l'astronomie, une astrologie qui tenait compte de tout ce qui était social, tout ce qui était biologique, eh bien, ça n'avait rien à voir avec une astrologie plus fataliste. Et ils ont poussé Jean-Pierre Nicolas à montrer l'importance de son innovation, en quelque sorte. Et ça s'est joué beaucoup autour de la planète Saturne. Parce que Jean-Pierre Nicolas disait que quelqu'un de saturnien, puisque le cycle de Saturne, c'est un cycle de 30 ans, de l'opposition, on va dire, à 30 ans, de 15 ans à 30 ans, eh bien, les caractéristiques de ce qui se passe chez tout le monde, l'adolescence et la crise d'adolescence, c'était tout à fait en correspondance avec Saturne. Et André Barbeau, fidèle à la tradition, disait non, Saturne, c'est le vieux, c'est les dernières années de vie. Donc, la bagarre a commencé là-dessus et chacun est resté sur ses positions. Finalement, il y a eu, comment dire, des querelles. À l'époque, il y avait une revue du CIA qui s'appelait Trigone. Jean-Pierre Nicolas a créé une revue qui s'appelait Carré. Donc chacun... Ambiance. Et puis, justement, une de ses lieutenants, elle s'appelait Nicole Carré. Ou Christine Carré, plutôt, je crois. En tout cas, il y a eu très vite de l'ambiance. Et moi qui étais à la fois l'ami de Jean-Pierre Nicolas et l'ami d'André Barbeau, j'étais pris entre deux feux. Et j'ai été obligé finalement de choisir, parce que c'est jamais une bonne position d'être entre les deux. Mais il me semble qu'on a un peu choisi pour toi, non J'ai choisi d'abord Jean-Pierre Nicolas, parce que c'est avec lui que j'avais suivi le cours par correspondance. C'est lui qui m'avait nommé directeur de son école. Et donc, j'avais pris parti pour lui. Mais c'était pas bien, parce que quelques mois après, les deux lieutenants, parce qu'il y avait un autre lieutenant, alors là, lui, Max Lejbovic, paix à son âme, parce que maintenant il est parti, mais Mars Bélier ascendant, alors lui, il était à 1000% pour Jean-Pierre Nicolas. Donc, tous ceux qui n'étaient pas, je dirais, à 100% pour Jean-Pierre Nicolas, eh bien, c'était pas bien. Donc, il a réussi à me faire exclure de l'association dont j'étais le directeur de l'école. Voilà. Ce qui t'a permis après de créer ton école et de voler de tes propres ailes. Voilà, ça a été dur pendant un mois, parce que j'avais une telle admiration pour Jean-Pierre Nicolas que c'était dur.
Mais ça a été bénéfique, parce que sinon, j'aurais peut-être jamais créé mon école. Oui, et puis finalement, tu as fait la jonction entre les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu as à la fois continué l'astrologie mondiale. Oui, alors ça s'est presque fait malgré moi. Donc ça peut être intéressant de revenir là-dessus en détail. Ouais. Pratiquement, mon premier livre, ça a été ce livre-là, qui s'appelle La crise mondiale de 1965. C'est sorti en 1963, cet ouvrage. Et c'est le premier ouvrage d'André Barbeau en astrologie mondiale, qui est un ouvrage de vulgarisation. Je faisais des études un peu de sociologie à l'époque, et cette approche historique, rapport entre les astres et l'histoire, ça m'a tout de suite fasciné. Et donc, André Barbeau mettait les cycles des planètes lentes en rapport avec les événements de l'histoire. Oui, il a commencé pendant la guerre. Il avait commencé, tout le monde maintenant le sait, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis cette période-là, il travaillait sur le 19e et le 20e siècle. Il a fait après un ouvrage où il n'y avait pratiquement pas d'erreur. Il a été revu par 2 historiens, vraiment. Monsieur Barbeau, qui n'avait que son certificat d'études, oui, il avait quand même une rigueur de chercheur. Il a passé vraiment presque la moitié de ses journées à étudier l'histoire, si bien qu'en 1967, donc 2 ans après cet ouvrage, ou 2-3 ans après, il a publié là la somme de ses recherches sur le 19e et le 20e. Donc, moi, dès le départ, j'ai baigné dans l'astrologie mondiale. Et je me souviens que j'avais convaincu un ami du cycle Saturne-Neptune et de l'URSS. J'avais vu que cet ami ne pouvait pas trop me critiquer. Ça se tenait, en quelque sorte. Donc, André Barbeau, c'était l'astrologie mondiale par les cycles. Et puis, il se trouve que Jean-Pierre Nicolas avait une approche cyclique pour les planètes, ce qu'il a appelé la théorie des âges. C'est-à-dire qu'il a été le premier, ça c'est un scoop mondial, il a été le premier à tirer la signification des planètes de leur cycle. De leur révolution. De leur révolution. Par exemple, le cycle de Mars, c'est 2 ans. Donc, et effectivement, chaque enfant à 2 ans commence à avoir la deuxième année, pour lui, c'était Mars. Tous les parents se souviennent que de 1 à 2 ans, l'enfant est turbulent, il se met à marcher, il va partout. Donc il faut surveiller parce qu'avant c'était tranquille, il était dans son parc où il ne bougeait pas. Deuxième année, c'est vraiment l'explorateur. Une fois qu'il a trouvé quelque chose, d'ailleurs on peut lui laisser parce qu'il cherche toujours quelque chose de nouveau. Donc Mars et la deuxième année, c'était vraiment quelque chose de typique. Donc Jean-Pierre Nicolas avait cette approche qui m'a tout de suite plu, parce que comme je faisais des études de psychologie sociale, je connaissais des travaux. Et personne n'en avait parlé avant. Personne n'en avait parlé avant dans aucun pays. Il a été, dans les années 60, le premier vraiment à mettre le doigt là-dessus. Alors moi, je suis né là-dedans, parce que dans son cours par correspondance, il partait directement là-dessus. Et d'ailleurs, il avait mis le principe, et avant même que je reçoive les cours, moi, je travaillais la question à ma manière. Et puis un jour, il m'a dit, je peux même plus t'envoyer les cours, parce que tu les as déjà trouvés. Donc, il n'y a pas Piaget qui avait parlé de ça aussi Ah bah oui, alors comme M. Nicolas ne connaissait pas Piaget, je lui ai parlé des travaux de Piaget. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première conférence, j'avais choisi justement la théorie des âges, et c'est là où j'ai parlé des travaux de Piaget. Parce que Piaget, quand il résume la vie, 3 périodes. Les 2 premières années, ça va te parler tout de suite, la période sensorimotrice. Alors, à quoi ça fait allusion? Sensorie. Eh bien, la Lune et puis Mercure. Voilà, Lune, Mercure, Vénus. Oui. Motrice. Mercure, Mars. Oui. Voilà. Après, deuxième période, de 2 à 12 ans, période concrète. Alors là, Jupiter. Ça ne peut pas être mieux. Moi, quand je veux définir Jupiter, j'emploie le mot concret. Tout le monde comprend. Voilà. Et puis, troisième période, à partir de 12 ans, période abstraite.
Saturne. Il n'y a pas un mot plus typique de Saturne. Donc ça, c'était Piaget. Donc le plus grand psychologue. Piaget, donc, c'était surtout les 2 premières années un peu trop sommaire. Et il y avait un psychologue qui est moins connu, qui s'appelle Spitz, qui lui s'est concentré sur les 2 premières années, où il avait montré qu'il y avait la première période pendant 1 mois. Il appelait ça l'indifférenciation. Donc la lune. Voilà. Ensuite, il y avait la période préobjectale, le 2e et le 3e mois. Mercure. Et après, la période objectale, c'est-à-dire la période où on s'investit dans une relation Vénus, à l'autre. Donc ça, c'était Vénus. Donc, et qui suit, en alliant Spitz et puis Piaget, ça donnait un peu, je dirais, une consistance à cette théorie des âges qu'il avait exprimée à travers quelques psychologues, mais qui étaient moins connus. Donc j'ai étoffé en quelque sorte l'approche de Jean-Pierre Nicolas. D'ailleurs, j'avais même traduit en anglais, parce qu'il s'est trouvé que c'était le premier congrès, en 1974, il n'y avait pas eu de congrès depuis 1954. Ah oui. Donc c'est l'ISAR, vous voyez, qui est une association américaine qui existe encore, qui a une étendue mondiale maintenant, qui était venue à Paris organiser avec Jacques Heilbronn et le Centre international d'astrologie ce congrès. Et donc ça avait été pour moi un peu le congrès où je parlais pour la première fois. Je peux vous dire que j'étais assez timide à l'époque, mais bon, j'avais quand même réussi à faire ma conférence. J'avais donné aussi un texte en anglais, donc c'était vraiment pour moi quelque chose d'important. Donc cette théorie des âges, je m'en sers toujours, parce que toute une vie, elle va se dérouler selon les cycles. Chaque dominante, on peut lui trouver un cycle, en fait. Moi, je connaissais les cycles, on va dire, simples, grâce à la théorie des âges. Et puis, il s'est trouvé après que je me suis intéressé de très près à toutes sortes de cycles. Je te coupe 2 minutes. Est-ce qu'on pourrait dire que Jean-Pierre Nicolas s'est plus quelque part penché sur les planètes individuelles rapides et Barbault plus sur les cycles des lentes, ou ça n'a vraiment rien à Non, mais Barbault s'est penché sur les lentes, parce que l'astrologie mondiale... Voilà, c'est ça, forcément, on ne prend pas les rapides. On ne va pas travailler les rapides. Ou si il peut le faire pour un événement précis. Oui, il a bien dit que souvent le soleil mais les grandes tendances, il y a un historien que j'aime beaucoup, vous devez connaître, Fernand Braudel, il dit que l'histoire, il faut toujours la voir à 3 niveaux. Oui. Le niveau de ce qui est l'événement de l'année, on va dire, le quotidien, jusqu'à 1 an. Voilà. Mais quand on veut analyser tout ce qui est économique, démographique, là, il faut prendre à moyen terme, 20-30 ans. Ça serait Jupiter, les cycles Jupiter-Saturne. Voilà, Jupiter-Saturne. Et puis, il y a le long terme. Voilà. Là, c'est les siècles. Il parlait des contraintes géographiques, il parlait des... Et là, je dirais, l'astrologie de Barbault, elle est soit dans le moyen terme, soit dans le long terme, ou même l'intrication des deux. Donc, l'approche que j'ai développée après, l'approche de Braudel est vraiment très intéressante pour les astrologues, parce que c'est un des rares historiens à avoir une vision d'ensemble. C'est très rare, ceux qui vont dominer sur l'histoire sur 2-3 000 ans, ce que Braudel était capable de faire. Il a fait ça, par exemple, pour la France, une étude, l'identité française sur des centaines et des centaines d'années. Donc, Jean-Pierre Nicolas, lui, c'était surtout une approche dans l'astrologie individuelle. Et André Barbault dans l'astrologie mondiale. Alors, comme moi, j'ai hérité des deux. Donc, tu as repris à la fois les cycles simples. J'ai repris les cycles des lentes de Barbault, et puis l'ensemble des cycles, en astrologie individuelle, mais il s'est trouvé que les astrologues, quand ils faisaient leurs prévisions, Barbault, c'est lui qui a généralisé, qui a lancé cela, c'était les transits. Alors moi au départ, j'étais très transit, etc. Et puis, alors il s'est trouvé une chose un peu extraordinaire. Vous savez que peut-être que je travaillais à Astroflash,
Et puis, au début de ma carrière à Astroflash, j'étais au stand, hein, c'est-à-dire que j'accueillais, il y avait même à une époque 200 clients par jour, hein, et vous aviez trois personnes qui perforaient des cartes qu'on mettait après dans le lecteur de cartes, etc. Ouais, Mais bon, ça a donné lieu aux accordéons. Ouais. Hein. Celui qui a fondé Astroflash au niveau économique, hein, M. Berthier, il était toujours là tous les jours, un vieux monsieur. Il s'intéressait, aux personnes qui étaient là, surtout les jolies femmes d'ailleurs. Mais un jour, hein, il discutait avec un industriel, et puis l'industriel a dû lui poser une question à laquelle il n'a pas pu répondre. Alors il m'a fait venir, Monsieur Lenoble, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur ? Alors j'avais même pas le thème là, parce qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas encore de table traçante. Hein, mais je savais qu'il avait une conjonction Jupiter-Neptune au milieu du ciel, hein, parce que j'avais la liste de toutes les conjonctions et de toutes les oppositions. Je savais qu'il avait une conjonction, qu'il avait le Soleil en Poisson, la Lune en Poisson. Donc tout de suite, je me suis dit, on a affaire à quelqu'un de Jupiter-Neptune, très Poisson. Alors pour un astrologue, tout de suite, il fait le lien, hein, Jupiter-Neptune, les 2 maîtres des Poissons, etc. Alors il me dit, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur de son avenir, etc. Alors bon, moi en général, quand je fais une consultation, j'étudie d'abord le passé, hein, pour voir d'où vient la personne, etc. Alors comme il était Jupiter-Neptune, et que pour monsieur Barbeau, c'est un cycle de 13 ans, alors ça m'a échappé, hein, j'ai dit à ce monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé à 13 ans ? Qu'est-ce qui vous est arrivé à 26 ans ? Puis là, j'ai vu, il s'est décomposé. Ah, à 26 ans, il y a 26 ans, mon père est mort et j'ai hérité de l'entreprise. Et puis, il y a 13 ans, les banques m'ont forcé à m'agrandir. Ça m'a fait rire intérieurement. Ouais, donc ça collait bien. C'était bien le côté Poisson-Neptune. Hein, il s'était laissé influencer par les banques. Qui avait besoin d'argent, mais comme son affaire marchait bien, lui, ça lui a permis aussi de développer son affaire. Voilà. Et ça t'a permis de constater que les cycles en astrologie mondiale fonctionnaient aussi d'un point de vue individuel. Voilà. Alors pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit, mais ces cycles de mondial, ça a l'air de marcher. Alors après, dans toutes mes autres consultations, j'ai vérifié quand il y avait un peu le même genre de situation. Hein, Saturne-Pluton, par exemple, est-ce que la personne se développe selon ce cycle-là, etc. Et j'ai vu que ça marchait. Ce que André Barbeau n'a jamais fait. André Barbeau n'avait pas fait. Individuel. Parce que lui, il était sur l'astrologie mondiale. Hein, donc là, j'avais trouvé, quelque chose d'original. Puis comme je donnais des cours, j'en parlais à mes élèves, hein, et puis les élèves, ils vous poussent. Hein, alors pour moi, comment ça fonctionne et donc, à chaque fois que je leur disais quelque chose selon les cycles, hein, ça fonctionnait. Donc je suis devenu Monsieur Cycle, hein, parce que quand le CEDRA me demandait une conférence, j'avais ça en magasin, donc c'était une conférence sur les cycles. Hein. Quand je parlais à l'étranger plus tard, ça sera une conférence sur les cycles. Et puis quand vous faites une conférence, vous êtes obligé de bien préparer et d'approfondir la question. Donc j'ai été amené à travailler la question des cycles. Puis mes élèves, ils m'ont dit, mais c'est bien, elle est lente, mais quelqu'un qui n'est pas Jupiter, Saturne, elle est rapide. C'est ça. Et donc c'est là que la théorie des âges... En partie, la théorie des âges. Mais bon, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, Vénus revient au même endroit tous les 8 ans avec le Soleil. Est-ce que ce ne serait pas un cycle ? Alors là, j'ai cherché des gens qui étaient très, très vénusiens. Et en plus, moi, j'avais notre deuxième fille qui était très vénusienne, hein, Balance, Vénus, milieu de ciel. Hein. Et puis, je me suis rendu compte que quand elle a eu 16 ans, 89, eh bien, un truc incroyable, le jour de ses 16 ans, hein, j'avais demandé à un ami pianiste, est-ce que tu peux venir essayer des pianos, parce que notre fille, son piano, il est foutu, il faut qu'on en achète un nouveau. Hein. Alors, je voudrais un piano allemand, mais qui plaise la sonorité qui plaise à notre fille.
Alors lui, il était très pris. Hein. Il accompagnait les danseurs au CNSM. Hein. Il avait un emploi du temps assez chargé. Donc il me dit, oui, je suis libre le 20 octobre. Alors donc le 20 octobre, notre fille, elle a passé un concours où elle a réussi en piano. Et puis, elle a eu son piano. Donc à 16 ans, oui. Donc et après, je me suis rendu compte Vénus, que c'était ses 16 ans. Deuxième cycle de Vénus. Alors je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Là, ça a l'air de marcher, les Vénusiens et 16 ans. Et puis, plus j'ai fait des recherches, et plus ça a marché. Donc, quand il y a eu le congrès sur Vénus, à la Porte Maillot, j'ai fait ma conférence sur les cycles de Vénus. C'est d'ailleurs la seule fois que M. Barbeau m'a félicité pour une conférence. Mais lui, ça lui plaisait, parce qu'il était vénusien, donc il n'avait jamais non plus remarqué ce cycle de 8 ans de Vénus. Donc, Ptolémée en avait déjà parlé, lui, puisque quand vous regardez Ptolémée, l'âge vénusien, c'est entre 14 et 22 ans. Donc une période de 8 ans. De 8 ans. Voilà. Donc, mais ce n'était pas par rapport au point de départ. Donc la première planète rapide que j'ai mis en valeur, c'était Vénus. Alors après, les élèves, ils vous poussent, alors et Mars. Donc en regardant, quand vous montez les révolutions solaires, on voit que 32 ans, 47 ans, là, Vénus et Mars revient au même endroit, 32, 47. 32, c'est en même temps que Vénus. Mais 47, c'est en même temps que Jupiter. Un peu entre 15 et 17. Donc, je disais aux Martiens, est-ce qu'il s'est passé des choses à 15 ans, 17 ans, 32 ans, 49 ans? Voilà. Et là aussi, ça marchait. Donc, petit à petit, comme ça, j'ai eu une approche cyclique, non seulement pour les lentes, mais aussi pour les rapides. Soleil-Lune, c'était tous les 19 ans. 19, 38. Le cycle solilunaire. Le cycle, c'est le fameux cycle que tout le monde connaît, solilunaire. Mais bon, quelqu'un qui aurait une dominante Soleil-Lune, faut prendre ce cycle-là. Voilà. C'est Mercure qui est moins net, parce que Mercure a un mouvement très, très elliptique. On peut lui trouver des cycles, mais... Oui, Mercure est toujours un peu inclassable. C'est assez inclassable. Oui. Donc dans mon bouquin que j'ai écrit plus tard, je parle d'un cycle de 13 ans, etc. Mais bon, c'est plus pour remplir des pages, pour que quand même Mercure ne soit pas complètement mis de côté. Mais c'est très net avec Vénus et Mars, Soleil-Lune. Moins évident avec Mercure. Donc ça a été, je dirais, ma trouvaille, en quelque sorte, de mettre Barbeau et Nicolas un peu ensemble. Voilà. Et donc, ce livre, il est toujours édité, on peut le trouver? Non. Donc, si j'en ai une version numérique, donc on peut me le commander. Et je donne la version numérique. En fait, dans ce livre, il est très pratique, parce que quand on a repéré un cycle, c'est ça. On a toutes les dates. Tu montres bien que il y a toutes les dates de chaque cycle. Voilà. Par exemple, le monsieur dont je parlais tout à l'heure, Jupiter-Neptune. Donc lui, il est venu en 71. Donc le cycle d'avant, c'était 58. Tu vois. Donc tu trouveras que 58, il y a la conjonction. Et puis à la moitié du cycle, il y a l'opposition. Donc je donne la date de l'opposition, 65. Après, tu as tous les sextiles, carrés, trigones. Et ça montre bien ta méthodologie aussi. Donc tu dresses un tableau pour tous les âges, avec les cycles composés, les cycles simples, les cycles rapides. Et là, tu as pris l'exemple, par exemple, de Marguerite Yourcenar. Oui, qui était... Et on voit bien les années où on retrouve plusieurs cycles qui sont les années charnières. Elle, par exemple, elle est dominante Saturne, Uranus, Pluton. Donc, elle va fonctionner sur le cycle Saturne-Uranus, sur le cycle Saturne-Pluton et Uranus-Pluton. Donc, dans ce livre, je donnais toutes les dates où il y avait les conjonctions, les carrés, les trigones. Ah oui, non, Il a d'abord été fait pour des raisons pratiques. Et puis après, je l'ai étoffé au niveau, je dirais, de tout ce que j'avais découvert, tout ce que les autres avant moi avaient trouvé. Donc c'était un peu... Disons que ça a été le deuxième livre sur les cycles. Ruperti avait fait les cycles du devenir, à sa manière, à la manière Rudyard, un peu, mais revu et corrigé quand même par Ruperti. Et puis, on m'a demandé de faire un livre quand je suis allé faire une tournée au Québec.
Et ils ont tellement insisté, ou elle a tellement insisté, l'organisatrice, que j'ai été obligé de dire j'arriverai avec un livre. Si bien que ça m'a forcé un peu, parce que moi j'aime pas écrire. Donc, mais comme j'avais promis de faire un livre, donc là j'ai fait ce livre sur les cycles. Et après il a été très vendu dans les congrès, parce que je faisais à chaque fois une conférence sur le cycle de la planète. Oui, non, il est vraiment très utile, donc c'est bien qu'on puisse encore voilà, donc, se le demander. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, du cycle Uranus-Pluton? Oui. Parce que justement, on en parlait dans le dernier film, donc ça a été l'essor de l'astrologie, enfin, ça a été un moment clé. De toute façon, tous les historiens maintenant vous disent que l'année 65, autour de l'année 65, c'est un grand tournant. Ouais. C'est, comment dire, pour l'Europe, c'est la période où il y a eu la baisse de la démographie. Et puis les économistes vous disent que bon, l'Amérique a commencé à avoir des problèmes à ce moment-là, une sorte, pas de récession, mais de grandes difficultés économiques qui se sont après manifestées, surtout dans l'année 73, quand il y a eu la guerre de Kippour à ce moment-là. Mais 65, c'est le démarrage de plein de choses. Moi, je résume beaucoup ce qui s'est passé après comme, je dirais, une lutte contre l'autorité. C'est-à-dire que les étudiants il y a un côté très, ont été en lutte contre les mandarins, les femmes contre les hommes. Disons que ça a été le début du féminisme et des ouvriers contre les patrons. Les premières grèves sauvages à ce moment-là. Donc même les syndicats n'arrivaient plus à tenir leurs troupes. C'était les prémices de mai 68. Voilà. Et donc toutes les révoltes des étudiants, ça a commencé d'ailleurs aux États-Unis, mais nous on le connaît bien par mai 68. Donc, Uranus-Pluton, il y a un potentiel révolutionnaire. Monsieur Barbeau, là, il a écrit un livre là-dessus, La crise mondiale de 1965. Il y en a même qui avaient pensé qu'il y aurait une guerre atomique, mais pas Barbeau. Justement, Barbeau a écrit ce livre pour dire non. Je ne pense pas comme un astrologue qui s'appelle Hadès, par exemple, qui lui avait dit Uranus, uranium, Pluton, plutonium. Conjonction Uranus-Pluton, boum boum. C'est Hadès qui avait dit ça ? Oui. Donc, il a écrit en partie ce livre pour montrer qu'il fallait faire de l'astrologie mondiale d'une manière plus sérieuse. Globale pour le coup aussi. Je crois qu'il y avait déjà le sextile de Neptune, non ? Oui, à ce moment-là, il y avait le sextile de Neptune. Et puis surtout, de faire une étude historique. Monsieur Barbeau était remonté à la précédente conjonction Uranus-Pluton. Et il avait résumé de 1850 jusqu'à 1965, c'est, on va dire, un mouvement de développement de l'Europe. C'est la colonisation, en fait. L'Europe qui va partout, qui s'étend en Afrique, qui s'étend en Asie, etc. Donc, pendant la période de croissance du cycle, donc de 1850 à 1901, c'est vraiment la période de la colonisation. Et puis après, à partir de 1901, petit à petit, il va y avoir le mouvement de décolonisation qui va être très fort juste avant la conjonction, dans les années 55-65. Voilà. Et M. Barbeau dit maintenant c'est l'inverse. Maintenant, les pays qui ont été colonisés, c'est eux qui vont coloniser l'Europe, les États-Unis, etc. Donc le nouveau cycle depuis 65, c'est davantage, je dirais, la réaction en fait des pays colonisés. Contre l'autorité. Ceux qui ont été dominés, eh bien, ils veulent à leur tour prendre leur place. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, alors après, vous pouvez développer le cycle. Bon, on ne va pas le faire en détail, mais le carré a eu lieu en 2008. La grosse crise des subprimes. Et là, 2007, c'était les subprimes. Et 2008, ça a été la faillite de Lehman Brothers, qui a fait que, qu'est-ce qu'il y a eu après ? Il y a eu le G20. Le G20 qui était, disent souvent les gens, le G2, entre les États-Unis et la Chine, entre Obama qui venait juste, je crois, d'être élu,
et puis le président chinois. Donc là, c'était déjà un tournant en quelque sorte. La Chine commençait à dire son mot. Juste avant, en 2008, vous vous souvenez, 2008, c'est les Jeux Olympiques, à 8h08 oui. du 8e mois. La Chine montre à tout le monde que ça y est, elle est là, elle est capable de faire des belles choses. Ils nous ont fait un show extraordinaire, etc. Donc cette période, 2008-2009, carré Uranus-Pluton, ce qui était en germe en 1965. 1965, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la bombe atomique chinoise. 1965 ou 64, c'est De Gaulle qui reconnaît la Chine. Après les États-Unis, ils mettront quelques années. Donc la Chine a commencé en 1965 à faire partie un peu du concert des nations. Et puis au carré Uranus-Pluton, premier carré, c'est la croissance. Premier carré, c'est la manifestation de ce qui est là en germe à la conjonction. Donc là, premier carré, ça y est, la Chine, elle prend sa place et on voit depuis que ça n'arrête pas. Ça continue, oui. Donc on peut dire ça du carré Uranus-Pluton. Alors bon, les astrologues, et j'ai participé aussi à tout ce travail, ils ont voulu aller au-delà des 200 ans. Et il se trouve que Astroflash avait été créé par M. Berthier d'un côté et M. Barbeau de l'autre. M. Barbeau ne voulait pas au départ, mais il avait dit si on peut me faire si j'ai le droit de faire des recherches historiques sur l'ordinateur, grâce à l'ordinateur, de pouvoir avoir des éphémérides qui remontent des années en arrière, oui, je veux bien faire le logiciel pour Astroflash. C'était la carotte. Et comme, moi j'étais à la fois astrologue et informaticien, à l'époque je ne travaillais pas à l'informatique d'Astroflash, mais j'avais le droit d'utiliser l'ordinateur en dehors de mes heures de travail. Donc j'avais fait un programme, j'avais programmé ce qu'on appelle les tables de Shor qui permettent de faire les calculs des planètes sur des périodes très longues. Et donc j'étais arrivé comme ça à remonter jusqu'à moins 600 avant Jésus-Christ. Ah oui, quand même. Et là j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps ce document. Vous voyez, Astroflash, c'était on parlait tout à l'heure de l'accordéon. Ouais. Alors j'avais eu l'idée de mettre chaque année depuis moins 600 avec toutes les planètes lentes. Donc là vous voyez Uranus c'est le U, N c'est Neptune, P c'est le Pluton, S c'est Saturne. Et puis J c'est Jupiter. Et il se trouve que j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une période où les 3 planètes les plus lentes, Uranus, Neptune, Pluton, convergeaient. Et puis j'ai plus jamais retrouvé après. Voyez. Et puis, alors, c'était quand? C'était en quelle année? La convergence, c'est moins 572 à peu près, avant Jésus-Christ. Et quand on fait des calculs, il faut pratiquement 4000 ans pour retrouver cette situation. Donc on dépend de cette triple conjonction, Uranus, Pluton, Neptune. Et qu'est-ce qui s'est passé de particulier à ce moment-là? Alors là, les historiens, ils ne savent pas pourquoi il y a eu tant de choses à cette époque. Il y a eu Pythagore, l'essor de la philosophie, de la science occidentale. Il y a eu Lao Tse, il y a eu Bouddha, il y a eu l'écriture de la Bible. Abraham n'a jamais existé, mais on a commencé à le faire exister dans des livres, comment dire, dans les rouleaux. Parce que la tradition juive, à ce moment-là, elle avait failli, comment dire, disparaître, puisque Nabucodonosor avait, comment dire, enfermé les Juifs. Là. Après, ils ont été délivrés par Cyrus. Mais à partir du moment où ils ont senti qu'ils auraient peut-être perdu leur tradition, ils se sont mis à l'écrire. Et c'est juste à ce moment-là. Donc, dans toutes les civilisations, il y a comme quelque chose à la source. Bouddha, c'est la source de l'Inde, de la Chine. Pythagore et les philosophes, c'est la source de l'Occident. Donc c'est vraiment une période germe. Et donc on le retrouve astrologiquement. Oui. Alors je sais que quand j'avais dit ça à ma mère, elle qui était catholique, fervente, pour elle, le début des choses, c'était Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Moi, je lui disais, non, la naissance vraiment des choses, en astrologie en tout cas, c'est moins 572. Alors,
C'est quand même fou. Hein. Ça a été dur qu'elle accepte qu'on pouvait voir l'histoire aussi sous un autre angle. Voilà. Hein, et d'ailleurs maintenant, hein, les historiens, ils ne parlent plus trop hein, après Jésus-Christ. Hein, maintenant, hein, on parle de l'ère courante, hein, mais les historiens, ils ont plus ou moins tendance à faire démarrer les choses de cette période-là. D'accord. Voilà. Alors, donc on peut espérer que dans 3000 voilà, si tu veux écrire un livre de science-fiction, là tu as un beau cadre, tu vois. Alors, comme c'était pendant que j'étais président de l'ARC, là, et que j'avais des réunions, hein, il y a Irène Andrieux qui s'est emparée de ce listing, parce qu'elle elle s'intéressait à l'histoire, hein, et puis on a travaillé ensemble, et c'est là qu'on a eu l'idée hein, là je montre dans sa brochure « L'astrologie gouverne-t-elle l'histoire ?» C'est là qu'on a eu l'idée hein, de mettre les cycles de Neptune-Pluton sur un hexagone, parce que chaque fois il y avait une conjonction Neptune-Pluton, Uranus avançait de 45 degrés. Alors donc, ça c'est vraiment le schéma de base de l'astrologie mondiale maintenant, qui a été repris par plusieurs personnes. Hein, et comme Irène Andrieux a publié un livre en 2000 aux éditions du Rocher, hein, eh bien, elle a mis ce schéma dans ce livre. Hein, et après, Fanchon-Pradalier-Roy, qui dirigeait la collection d'astrologie au Rocher, l'a repris. Il a son compte et elle l'utilise dans ses livres. Hein, elle a fait une conférence à l'AFDAF il n'y a pas tellement longtemps. Et j'avais scanné hein, ce qu'elle avait dit, et on retrouve exactement le même schéma, voilà. Et elle lui a apporté une petite amélioration, parce que elle ajoute les oppositions, les périodes où Neptune et Pluton sont en opposition. Alors ça, ça c'est un schéma qui est très intéressant pour les historiens. Hein, et bien, là, il y a des thèses à faire, à n'en plus finir, hein, pour essayer de voir à quel point l'histoire peut être marquée par les rythmes des planètes. En tout cas, là, c'est vraiment une matrice, en quelque sorte. Et moi, je suis très, très heureux de voir que, oui, à la suite de mes travaux, des fois, il y a eu des prolongements, soit aussi bien sur les cycles individuels, que sur les cycles collectifs. Hein. De toute façon, là, il faut des équipes pour arriver à dominer 2500 ans d'histoire. Hein. Mais je pense que l'astrologie a quelque chose à apporter à la science historique. Hein. Parce que ce que André Barbeau a montré sur les 200 ans qu'il a étudié, c'est sûr qu'on pourra exactement le montrer sur les périodes antérieures. Mais bon, il faut que des spécialistes se penchent là-dessus. Mais là, au moins, il y a une belle matrice. Donc, ça, c'est l'approche, on va dire, de l'astrologie mondiale. Et alors, on en est où de ce cycle? Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu nous as parlé d'hier, pour demain. C'est pas évident. Hein. Disons que c'est pas facile, plutôt. Parce que on est très marqué par la conjonction qui a eu lieu en 2020, hein, Jupiter, Saturne, Pluton, hein, qui était tellement forte, hein, une conjonction de Jupiter-Saturne qui engage sur 200 ans, parce que c'est la première d'une série qui va durer sur 200 ans dans les signes d'air. Hein. Alors qu'on a passé 200 ans dans les signes de terre, voilà, le matérialisme. Voilà, donc là, le monde a besoin de changer avec Jupiter-Saturne. Alors quand ça se fait dans un contexte plutonien, disons que ça se fait dans un contexte chaotique. Oui, mais d'une nécessaire transformation. Ce que M. Barbeau avait prévu presque combien de temps 30 ans à l'avance. Il avait prévu cette période comme une période très difficile. Il avait même parlé de pandémie. Il avait même parlé, il y a 10 ans avant, de pandémie. Oui, voilà. Donc je dirais que c'était le début hein, du chaos. Et là, on est en plein dedans. Oui. Et moi, je crains beaucoup, hein, parce qu'il y aura une opposition Mars-Pluton dès la fin du mois, qui va durer jusqu'au mois d'avril. Hein.
avec le point fort au mois de janvier. Moi, je dis que là, parce que quand on regarde Israël, le Hezbollah, c'est toujours sous des conjonctions, des configurations Mars-Pluton. On est en plein dedans, là. Donc là, on va avoir une rétrogradation de Mars qui se fait en opposition de Pluton, ce qui est très rare. Donc là, il y a la relance, comme dirait François Villée ou Gastin. Il y a une répétition d'aspects. Ce qui est caractéristique d'Hezbollah et puis d'Israël va être très fort entre... tu veux dire qu'ils sont nés tous les deux sous une opposition Mars-Pluton? Sous une configuration Mars-Pluton. Oui. La conjonction pour Israël. Voilà. Et puis un aspect pour Hezbollah, il faudrait regarder exactement. Mais là, comme dès la fin du mois, là, comme on va être maintenant dans l'opposition Mars-Pluton, qui va aller de plus en plus fort, voilà. Mais est-ce que, bon, ça ne va pas durer éternellement? Est-ce qu'on peut espérer, oui. Là, donc là... Et une résolution du conflit peut-être après le mois d'avril disons que oui, mais bon, ça peut être dur avant. Et parce que moi, ce qui m'a fait de la peine, j'allais dire, c'est que quand il y a eu les conjonctions Soleil-Vénus, puis après Soleil-Vénus-Jupiter, que Barbault a considéré comme des conjonctions pacifiques. On a vu à certaines époques, c'était des périodes où il y avait non seulement de la détente, mais des traités, des fins de guerre. Eh bien, là, ça n'a ni été la fin de la guerre de l'Ukraine, ni la fin de Gaza. Donc, ça montre la profondeur, je dirais, de l'affrontement. Alors, comme en ce moment, il va y avoir Mars-Pluton, ça n'a rien à voir avec Vénus-Jupiter. Ouais. Donc, si ça c'est pas, je dirais, traduit sous Vénus-Jupiter, ça ne va pas l'être avec Mars-Pluton. Donc je crains que, je n'aime pas dire des choses comme ça, mais on soit à la veille d'un affrontement très fort. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, comme dit Barbault, il y a la plus belle configuration du siècle. C'est ça. 2026. On parlait d'Uranus-Pluton qui, dans la conjonction a démarré... Carré 65. 2008-2010, c'est le carré, et là on va arriver au trigone. Voilà, donc trigone c'est un aspect harmonique. Voilà, donc entre les belligérants, normalement... donc en signe d'air aussi. Disons qu'il devrait y avoir des solutions. Et puis ça va se passer au premier degré aussi. C'est ça, on est dans les derniers degrés en ce moment, comme si c'était le signe des poissons. Voilà, c'est le déluge, fin de cycle quand même. La dissolution, voilà. Et puis 2026, tout redémarre en bélier avec Saturne-Neptune, en Verseau avec Pluton, Uranus en Gémeaux. Oui, donc c'est vrai que quand je parlais pour 2020 que c'était le chaos, donc notre monde change de peau, comme le serpent. Donc on va espérer quand même que ce trigone. On a enlevé notre peau en 2020, mais on va retrouver peut-être une nouvelle peau. 2026, j'espère en tout cas. Et alors justement avec Saturne-Neptune, tout début du bélier, Saturne-Neptune on le sait que c'est en lien avec la Russie, tu penses que la Russie... ça va sûrement bouger beaucoup, parce que en 1989, ça a été la chute du mur. En 53, alors on remonte 36 ans en arrière, puisque c'est un cycle de 36 ans, ça a été la mort de Staline. Et puis 1917... Poutine, il va falloir qu'il s'accroche pour rester sous une conjonction nouvelle, puisque c'est un cycle de 36 ans qui se termine et un cycle de 36 ans qui commence. Alors vraisemblablement, s'il arrive à rester, c'est qu'il est, comment dire, d'une puissance étonnante. Alors, moi, je dis, Barbault avait dit en 1953, ça risque de changer beaucoup au niveau de l'équipe dirigeante. Et ça avait été la mort de Staline. Là, je dirais que c'est un peu pareil. Il y a sûrement un grand changement au niveau de l'équipe dirigeante. Voilà, donc il va se passer encore plein de choses. On n'a pas du tout fini. Et puis je pense que il faut un rééquilibrage en quelque sorte. Ah oui, c'est nécessaire là, de toute façon. Puisque les pays qui ont été colonisés, ils sont en train de prendre leur place. L'Inde, par exemple, elle n'a pas de place à l'ONU.
peut-être pour ça aussi que l'ONU marche mal maintenant, parce qu'il y a des tas de pays qui devraient avoir un rôle. Oui, mais justement, tu parles de Saturne-Pluton, je crois, en lien avec l'Inde. Oui. L'Inde est née exactement en août 47 sous Saturne-Pluton. Voilà. Donc, en ce moment, elle doit justement tout faire pour intégrer, prendre sa place. La Chine a pris sa place, hein, on l'a vu. Hein, elle, ça s'est fait en 71. Taïwan, éjecté, et c'est elle qui a pris la place. Hein. Bon, ça avait bien été préparé par De Gaulle avant, etc. Alors Nixon avait accepté ce changement. Mais l'Inde, c'est pas encore fait. Il faudra bien que ça se fasse un jour. Hein. Et puis il y a d'autres pays qui demandent à participer au concert des nations. Alors je pense que à la faveur de la crise là, qu'on vit, qui n'est pas finie, hein, il y aura vraisemblablement un rééquilibrage. Hein, au FMI, à la Banque mondiale, tout ça, c'est l'Occident hein, qui a les postes clés. Hein, disons que les pays du Sud global, ils trouvent que c'est pas normal. Bah oui. Donc, soit eux, ils vont créer quelque chose de leur côté, c'est pas bien, ou soit il y aura suite à des confrontations, c'est toujours comme ça, il y aura des rééquilibrages. Espérons que ce soit cette solution pour que ça reste, je dirais, dans un même ensemble. Sinon, ça sera un clivage qui ira en s'aggravant en permanence. Alors justement, et à propos de cycle et de Pluton, dont on sait que c'est un cycle de 245 ans, c'est ça? Oui. Et il me semble que les États-Unis sont touchés du coup, parce que ils ont la Constitution date de... Effectivement, c'est le retour de Pluton sur Pluton. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Comment tu vois les choses? On est en pleine période électorale en plus, alors c'est tendu entre Trump, Kamala Harris, personne, les plus fins observateurs. Mais moi, pour les États-Unis, j'ai jamais fait de pronostic parce que c'est trop chaotique. C'est difficile parce que vous pouvez avoir la majorité des voix et puis perdre. Oui, c'est vrai que les thèmes donc c'est un système qui est assez complexe. Non, mais enfin, on voit pareil que les États-Unis sont peut-être à un tournant de leur histoire et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, non? Vous ne pensez pas? Ils vont être obligés sans doute de lâcher du lest, hein, mais bon, eux ils font tout pour empêcher. Oui, avec Pluton, on s'agrippe, on s'accroche au pouvoir. Ouais. Si le dollar n'a plus la suprématie, pour eux, c'est grave, hein, parce qu'ils financent beaucoup de choses par la suprématie du dollar. Et oui, mais justement, je crois que c'est en train de... Oui, mais ça fait déjà un bout de temps. Hein, mais eux, pour le moment, hein, ils résistent. Hein. D'ailleurs, on en paye, nous, en Europe, les pots cassés, hein, parce que c'est au détriment de tous les autres. Hein. Mais bon, ils sont quand même assez forts pour maintenir leur hégémonie. Hein, Et puis le Sud global, quoi qu'on en pense, il n'est pas aussi uni que cela. Hein, entre l'Inde et la Chine, on ne peut pas dire que ce soit l'entente cordiale. Hein, ils ne sont unis que contre. Hein. Mais bon, moi je pense quand même qu'avec ce que Barbot a vu, là, il va y avoir une période plus sereine, plus équilibrée dans les années 2026. Hein. Espérons. Mais après, bon, l'antagonisme risque après de croître. Mais je pense que c'est plus tard que les États-Unis vont, je dirais, avoir des difficultés. Je crois que d'ailleurs, M. Barbot doit en parler dans ses livres, parce que lui, il a étudié tout le XXIe siècle déjà. Oui. Mais bon. Oui, puis alors après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque pays est aussi en lien avec un cycle. Bon, on a parlé de l'Inde. L'Inde, c'est Saturne-Pluton. Ouais. Nous, la France, c'est surtout Jupiter-Neptune. Moi, je dis aussi un peu Saturne-Neptune. Hein. Donc, comme il y a la conjonction, il peut se passer des choses. Hein, disons que la France, elle a souvent une alternance, hein, à droite qui est plus Jupiter-Neptune, gauche qui est plus Saturne-Neptune. Donc là aussi, on arrive à Saturne-Neptune. Donc
la gauche n'a peut-être pas dit non plus son dernier mot. Donc on voit en ce moment, ça commence à bouger pas mal aussi. Oui, on est en pleine crise constitutionnelle. Mais bon, les astrologues, ils ne sont pas trop à regarder Saturne-Neptune pour la France. Mais moi, tu as remarqué que... j'ai remarqué que la France était Jupiter, Saturne, Neptune. Barbot avait plutôt vu des duos. Moi, je fais comme Ridou, d'ailleurs, plutôt des trios. Par exemple, on dit que la Russie, c'est Saturne-Neptune, mais moi, je dis c'est Saturne-Uranus-Neptune. D'ailleurs, Poutine, il a une conjonction Saturne-Neptune, carré Uranus. Et Richard Pellard aussi avait fait cette observation. Et la Chine aussi, on pourrait aussi lui trouver 3 planètes, Saturne, Uranus, Pluton. Et Ridou dit l'Inde, ça serait Saturne, Neptune, Pluton. Alors ça, c'est encore une nouvelle manière de faire l'astrologie mondiale. Vous voyez, Monsieur Barbot, il a lancé un mouvement, bien sûr, mais lui, il est très du haut. Il de la balance, donc c'est toujours 2 par 2. Mais il semble que c'est plus subtil, que la notion des trios, elle est à regarder de très près. C'est peut-être l'apport de Jean-Pierre Nicolas, parce que je crois qu'il travaillait beaucoup, il aimait bien le ternaire, non Nicolas? Oui, mais lui, il n'a pas trop travaillé comme ça. Alors les États-Unis, dans le même ordre de grandeur, ce serait Jupiter, Saturne, Uranus. Donc là, les historiens, ils auraient du travail à faire, il y a des thèses. Si on arrive à prouver que les États-Unis, c'est bien les 3 cycles. Parce que quand vous prenez qu'un des 3 cycles, là aussi, vous trouvez des choses. Mais je pense que si on veut couvrir l'ensemble des grands tournants d'un pays, on le couvrira plus facilement avec 3 cycles qu'un seul, j'ai l'impression. Voilà. Mais bon, moi, je n'ai pas eu le temps de me plonger dans l'histoire, parce que la vie fait que... on doit gagner sa vie, on doit... Donc, oui, bien sûr. Alors, donc, juste pour être au clair, donc, si on prend les 3 planètes, c'est les 3 planètes toujours entre elles. C'est pas comme... Ah oui, c'est les planètes qui vont avoir des aspects majeurs. C'est ça, entre elles. Entre elles. Voilà. Et bon, comme c'est des planètes lentes... C'est pas comme en individuel, ce que tu expliquais tout à l'heure, de prendre à la fois le cycle... oui, par exemple, Marguerite Yourcenar qui a du... je sais Saturne, plus. Uranus, Pluton. Voilà. Mais si, c'est pareil, en fait. Ça sera les mêmes dates. À la limite, on pourrait dire, elle, Saturne, Uranus, Pluton, elle a un peu les planètes de la Chine. Je ne sais pas quelle était sa vision de l'Orient, mais je crois qu'elle s'intéressait beaucoup à l'Orient. Il me semble, oui. Oui. Donc, on peut être amené à faire des parallèles. Quelqu'un qui a un trio de dominantes, il peut être attiré par le pays qui a le même trio. Quelqu'un qui serait Jupiter, Saturne, Uranus, il va peut-être aimer aller aux États-Unis ou être influencé par les États-Unis. Je crois que c'était un peu le cas de Johnny Hallyday, par exemple, qui avait une superbe conjonction Saturne-Uranus. Et donc, à ce moment-là, il l'amène en France, qu'il a trouvé aux États-Unis. C'était Johnny, quand même. Bon, eh bien merci beaucoup Yves. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter que j'aurais oublié? Sur les cycles, on peut dire tellement de choses, parce que pour moi, disons, la dimension cosmique, elle est cyclique. On vit sans arrêt dans les cycles. Le cycle de l'année, c'est devenu le cycle le plus important. Chez les anciens, c'était plutôt le cycle du jour. Jadis, les gens étaient payés presque jour par jour. Maintenant, on est payé plus, on est mensualisé, on est payé à l'année presque. On fait les choses à l'année. Les impôts, les associations, tout ça, c'est à l'année. Et donc, la dimension cyclique, c'est pas uniquement l'astrologie d'ailleurs. C'est toute la vie qui est cyclique, mais on s'en rend pas compte. Parce qu'on est tellement immergé dans les cycles. Moi, j'aimerais bien être sur Sirius, parce que là, j'aurais peut-être une perspective que tout est cyclique. Vous voyez, nous, quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte des choses. Mais plus j'étudie les cycles, plus je me rends compte à quel point ils nous façonnent. Et ça explique beaucoup de choses. Par exemple, les Américains sont sur des cycles solaires, dans leur calendrier, comme nous d'ailleurs. Les pays arabes, ils sont sur des cycles lunaires. Oui. Et les Chinois sont sur les deux. Et les Chinois sont sur les deux. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a la mentalité solaire comprenne quelqu'un qui a la mentalité lunaire? Notre année, nous, elle fait 365 jours. L'année d'un musulman, elle fait 354 jours.
Et donc, quelque part, chacun est façonné, chacun a raison dans son calendrier. Mais quand les deux cultures se rencontrent, c'est l'incompréhension. Parce que tout ça, ça génère après des traits culturels, etc. Et heureusement, là, les Chinois, eux, ils ont à la fois le calendrier solaire et lunaire. Donc ça. Ça permet d'équilibrer peut-être. Bon, voilà. Bien, merci beaucoup Yves. C'était un plaisir de parler des cycles avec toi. Oui, je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais oui. l'heure tourne. L'heure tourne.